La vidéo d'aujourd'hui, elle peut se résumer en deux mots, portefeuille d'ETF. Lorsque l'on parle d'investissement en bourse, le meilleur outil, le meilleur chemin à emprunter est sans aucun doute celui de construire un portefeuille d'ETF. J'ai déjà abordé dans mes précédentes vidéos les raisons pour lesquelles les ETF sont l'instrument idéal pour investir en bourse. Voici d'ailleurs un rapide résumé de leurs nombreux avantages. Les ETF vous permettent d'obtenir une diversification exceptionnelle avec des frais très réduits. Ils vous permettent d'investir dans une gamme d'actifs, elle aussi très diversifiée. Actions, obligations, matières premières, etc. Toujours du fait de leur diversification, ils vous permettent de minimiser les risques liés à la faillite d'une entreprise. Avec les ETF, vous investissez dans un panel d'actions, donc si l'une d'entre elles chute, cela n'affectera que très peu vos investissements. Les ETF vous permettent de gagner du temps en y passant moins de 5 minutes par mois, mais littéralement moins de 5 minutes par mois, vous pouvez mettre en place une stratégie performante. Vos frais d'investissement sont très faibles, environ 10 fois inférieurs à un fonds commun de placement standard, ce qui vous donne des performances à moyen-long terme largement supérieures aux gestionnaires de fonds traditionnels. Grâce aux ETF, vous pouvez ignorer la performance individuelle de chaque titre. Seule vous intéresse la performance de l'ensemble du marché qui, sur le long terme, ne fait que monter. D'ailleurs, vous ne vous demandez plus si vous avez choisi les bons titres, les grands indices boursiers ne font que monter à long terme, et les ETF vous permettent de profiter de cette hausse continue en réalisant un minimum d'efforts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est possible d'investir dans près de 2000 ETF différents, de quoi frôler le burn-out pour réaliser un choix pertinent. D'où la question posée dans cette vidéo, comment se constituer le meilleur portefeuille d'ETF possible? Même si cette question va impliquer de choisir des ETF, c'est pourtant loin d'être la seule question que vous devez vous poser afin de vous constituer ce meilleur portefeuille d'ETF. D'ailleurs, si vous voulez connaître les meilleurs ETF pour investir au sein d'un PEA, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Et également, j'ai réalisé un tableau récapitulatif des meilleurs ETF que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description ci-dessous. Il vous suffit d'indiquer votre adresse mail et vous aurez directement accès au tableau. Le meilleur portefeuille d'ETF aura des caractéristiques générales auxquelles vous devrez faire attention, quel que soit votre profil d'investisseur. Ensuite, en fonction de votre profil, de vos objectifs particuliers et de votre tolérance au risque, le meilleur portefeuille d'ETF pour vous aura des caractéristiques bien spécifiques qui vous seront propres. On va d'abord commencer par les caractéristiques générales avec le premier point que doit respecter un portefeuille d'ETF. Le meilleur portefeuille d'ETF est celui qui minimise les frais. Chaque euro dépensé en frais d'investissement est définitivement perdu. Lorsque l'on investit, on obtient un retour sur investissement qui correspond à la formule suivante. Le retour sur investissement est égal au rendement de l'investissement moins les frais de l'investissement. Une de vos priorités sera toujours de minimiser vos frais, de sorte qu'ils aient le moins d'impact possible sur votre rendement. Car les frais viennent diminuer mathématiquement le rendement de vos placements. Il y a deux types de frais lorsque vous investissez dans des ETF. Les frais de gestion annuels de l'ETF et les frais du courtier, que l'on appelle aussi les frais d'ordre, qui vous permettent d'acheter des parts d'ETF. Aujourd'hui, les frais de gestion des ETF les plus compétitifs se situent autour de 0,15% par an. Et pour un bon ETF World, tel que celui d'Amundi, vous pouvez monter jusqu'à 0,4%, rarement au-delà de 0,5%. Autrement dit, ces frais sont vraiment très faibles. Si vos ETF ont des frais supérieurs à 0,5%, il y a probablement moyen d'en trouver des moins chers. Vous avez également les frais de votre courtier, et là le type de compte que vous choisirez aura aussi un impact sur les frais des ETF. Un CTO, un compte titre ordinaire, vous donnera accès à une gamme d'ETF très variée et parmi les moins chers, avec les frais d'ordre les plus intéressants. D'ailleurs, si vous recherchez un courtier qui propose un large éventail de choix d'ETF et qui offre des fonctionnalités d'investissement automatiques, je vous conseille de choisir Trade Republic, que j'utilise personnellement. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en description pour bénéficier d'un bonus de parrainage. Un PEA, un plan d'épargne action, vous donnera accès par contre à un choix d'ETF plus limité, uniquement tourné vers les actions et qui auront des frais annuels un peu plus élevés. Par ailleurs, les courtiers proposant des PEA ont généralement des frais d'ordre légèrement supérieurs aux courtiers des comptes titres ordinaires.
Par contre, avec le PEA, vous bénéficiez d'un avantage fiscal unique. Si vous retirez de l'argent de votre PEA après 5 ans, les gains de votre PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu. Au lieu de payer les 30% de la flat tax, au bout de 5 ans, les plus-values réalisées sur le PEA ne sont plus imposables et seront uniquement soumises aux prélèvements sociaux. Une assurance vie vous donnera également accès à une sélection d'ETF plus restreinte et qui auront des frais annuels supérieurs au compte-titres ordinaire. En revanche, vous n'aurez aucun frais d'ordre sur une assurance vie, du moins pour les plus compétitives d'entre elles, mais ces frais seront remplacés par des frais de gestion qui tournent souvent autour de 0,6% par an et qui viennent s'ajouter aux frais annuels des ETF. Donc l'intérêt est assez limité et à choisir entre un compte-titres ordinaire et une assurance vie, il vaut mieux choisir un compte-titres ordinaire pour investir dans des ETF. Ensuite, il y a les frais de courtier qui vous donnent accès aux différents ETF. Ce sont les frais d'ordre. Ces frais surviennent lors de chaque transaction, d'achat ou de vente, et dépendent du courtier. Donc, veillez à sélectionner un courtier dont les ordres de bourse sont les moins chers possibles. Rappelez-vous que tous les euros qui ne disparaissent pas dans des frais pourront travailler pour faire grossir votre capital. Donc, logiquement, votre fréquence d'investissement, votre style d'investissement aura un impact sur les frais d'ordre. Si vous investissez tous les mois en achetant des parts d'ETF, vous aurez plus de frais de courtage que si vous investissez tous les trimestres ou une fois par an. Pour optimiser vos frais, vous pouvez vous en tenir à la règle suivante. Si vous investissez de petites sommes, 100 à 200 euros à chaque fois, essayez d'espacer un peu vos investissements pour limiter vos frais d'ordre, une fois par trimestre ou 2 fois par an. Par contre, si vous pouvez investir des sommes plus conséquentes, par tranche d'au moins 400 ou 500 euros, dans ce cas, vous pouvez investir tous les mois. Les frais d'ordre ne représenteront pas un montant trop important par rapport à la somme investie. Deuxième point primordial d'un portefeuille d'ETF, le meilleur portefeuille d'ETF est celui qui minimise la fiscalité. Quel investisseur ne s'est jamais posé la question de la fiscalité ? Votre retour sur investissement sera toujours amputé par la fiscalité de vos investissements selon la formule suivante. Le retour net sur investissement sera égal au retour brut sur investissement moins la fiscalité. Il est donc primordial de minimiser, voire d'annuler la fiscalité de votre portefeuille d'ETF. Contrairement à ce qu'on peut penser, durant la phase d'accumulation du capital, la fiscalité ne dépend pas tant du type de compte que vous avez choisi, le PEA ou un compte-titre, mais dépend plutôt de votre style d'investissement. Tant que vous investissez à long terme et que vous achetez régulièrement des parts d'ETF capitalisant sans les revendre, capitalisant c'est-à-dire des ETF qui réinvestissent automatiquement les dividendes, vous ne subirez aucune fiscalité sur vos plus-values. Et ce point est valable quel que soit le type de compte que vous utilisez. Alors, vous allez me demander comment cela est-il possible ? Eh bien parce que la fiscalité s'applique uniquement aux plus-values réalisées. Or, on réalise une plus-value, ou une moins-value d'ailleurs, en revendant un ETF. Donc, tant que vous ne revendez pas vos ETF, vous ne subirez aucune fiscalité sur vos plus-values. Et en investissant à long terme, vous n'avez aucune raison de revendre vos ETF. En revanche, si vous réalisez des opérations d'achat-vente fréquentes sur vos ETF ou vos actions en faisant du stock picking, là vous allez être fortement imposé sur vos plus-values. Concernant les dividendes, la seule manière d'échapper à l'imposition est soit d'investir en France et de rester dans une niche fiscale, telle que le PEA ou l'assurance vie, ou d'investir en France sur un compte-titres ordinaire avec un ETF qui capitalise les dividendes. Si vous investissez à l'étranger, la fiscalité sur les dividendes est prélevée à la source par les États qui appliquent chacun leur propre taux d'imposition. Mais investir dans un seul pays pour échapper à la fiscalité sur les dividendes serait une mauvaise idée car ça serait contraire au principe de diversification. Vous avez plus à y perdre qu'à y gagner. La fiscalité lors des retraits de votre argent est également à prendre en compte. Schématiquement, vous avez 2 grandes phases dans votre vie d'investisseur, la phase d'accumulation et la phase de retrait. Lorsque vous aborderez la phase de retrait de votre investissement, donc lorsque vous souhaiterez utiliser votre portefeuille pour générer des revenus, vous avez une fiscalité qui s'applique. En l'état actuel des choses, la fiscalité lors des retraits est la suivante. Pour un compte-titres ordinaire, elle est de 30% maximum sur les plus-values que vous avez réalisées. Pour un PEA, elle est de 17,2% sur les plus-values si vous le détenez depuis plus de 5 ans.
Pour l'assurance vie, vous pouvez retirer chaque année 4 600 € sans être imposé. Et au-delà, le taux de 24,7% sur les plus-values réalisées s'appliquera. Vous voyez que la fiscalité est très impactante pour la rentabilité de vos placements et que vous n'avez aucun intérêt à retirer de l'argent de vos placements, surtout durant la période d'accumulation. Suivant le stade dans lequel vous vous situez, la phase de retrait de votre portefeuille sera plus ou moins éloignée. Donc, si vous êtes jeune, pas de panique, elle n'interviendra pas avant plusieurs décennies et la fiscalité pourra rester indolore pendant toute la phase d'accumulation. Voilà donc, minimiser les frais et la fiscalité sont les deux éléments dont il faut absolument tenir compte, quel que soit le portefeuille d'ETF que vous souhaitez mettre en place. Troisième point que doit respecter un portefeuille d'ETF, le meilleur portefeuille d'ETF doit offrir une large diversification. Vous allez me dire oui, mais les ETF sont par nature diversifiés, car les ETF sont des portefeuilles d'actions. Eh bien, pas forcément. Certains ETF géographiques ou sectoriels sont relativement peu diversifiés. Je vais vous prendre un exemple plutôt extrême. Un portefeuille qui serait constitué d'un unique ETF dans le secteur de l'énergie ne serait pas du tout diversifié. Et pour cause, le secteur de l'énergie représente moins de 3% de la capitalisation boursière mondiale. Avoir un portefeuille constitué d'un seul ETF, qui contient uniquement des entreprises dans le domaine de l'énergie, représente l'inverse de la diversification. Et l'idée est la même avec un portefeuille constitué d'un seul ETF qui suivrait un indice géographique comme le CAC 40 par exemple. Même en ayant un portefeuille d'actions des plus grandes sociétés françaises, il ne faut pas oublier que la France ne représente que 3 à 4% de la capitalisation boursière mondiale. Si vous voulez faire de l'investissement mono-ETF, autant choisir un ETF World, c'est-à-dire un ETF qui reproduit la performance de l'ensemble des pays développés. Ce portefeuille est tout à fait viable car il est par nature diversifié géographiquement et sectoriellement. Voilà, on vient de voir les caractéristiques générales d'un portefeuille d'ETF performant. Passons maintenant aux caractéristiques spécifiques qui feront d'un portefeuille d'ETF le meilleur portefeuille d'ETF pour vous. Et ce quatrième critère, c'est que le meilleur portefeuille d'ETF tient compte de votre aversion au risque. L'aversion au risque, c'est quoi? C'est votre degré de tolérance au risque. Autrement dit, c'est votre capacité à prendre des risques et surtout à encaisser les pertes. Nous ne sommes pas égaux face aux risques. Certaines personnes n'ont aucun problème avec le fait de prendre des risques, d'autres sont ultra prudents et n'investissent que dans des actifs très sécurisés, comme l'or, les obligations ou l'immobilier, mais des actifs qui sont moins rémunérateurs. Vous vous situez probablement entre les deux, et ce niveau d'aversion au risque, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Lorsque vous vous constituez un portefeuille d'ETF, il est important de vous demander quel niveau de perte allez-vous tolérer pendant les crises. Et pour cela, on va prendre un exemple qui s'est réellement passé. Pendant la crise des subprimes de 2008, la bourse a chuté de moins 39%. Si vous étiez totalement investi en actions à cette période, vous auriez perdu en quelques mois 39% de votre capital. Seriez-vous resté impassible face à de telles pertes? Si oui, votre aversion au risque est faible et vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Mais si vous avez du mal à rester serein lorsque votre portefeuille perd 20% de sa valeur, alors il est dangereux pour vous de constituer un portefeuille d'ETF à 100% en actions. Et vous devrez sûrement rajouter des actifs moins risqués, tels que des ETF obligataires, afin de moins subir les baisses qui sont inévitables lorsque vous investissez en bourse. La répartition de votre portefeuille entre différents actifs est ce que l'on appelle l'allocation d'actifs. C'est sur ce facteur que vous pouvez jouer pour adapter votre portefeuille à votre propre tolérance au risque. Cinquième critère que doit respecter le meilleur portefeuille d'ETF, c'est qu'il doit tenir compte du degré d'optimisation souhaité, ainsi que du temps que vous souhaitez y consacrer. Je m'explique. Si un portefeuille peut très bien être constitué que d'un seul ETF, à l'opposé, il est tout à fait possible de mettre en place un portefeuille comportant entre 5 à 10 ETF afin d'ajuster finement les secteurs et les zones géographiques dans lesquelles vous souhaitez investir. Et il y a plusieurs avantages à avoir plusieurs ETF en portefeuille. Vous pouvez investir dans d'autres classes d'actifs que les actions, les obligations, les métaux, afin d'équilibrer votre portefeuille. Vous pouvez investir dans les petites entreprises, dans un secteur, un pays ou une zone régionale particulière en fonction de vos convictions.
Si vous associez plusieurs ETF, il est intéressant de vous demander de quelle manière ils peuvent être complémentaires, tant sectoriellement que géographiquement. Mais la contrepartie, c'est que plus vous aurez d'ETF en portefeuille, plus vos frais d'investissement risquent d'augmenter. Plus vous devrez y passer du temps afin de pondérer les différents ETF dans votre portefeuille. À l'opposé, certains investisseurs préféreront mettre en place un portefeuille minimaliste composé de 1 à 3 ETF très larges. À titre personnel, c'est ce que je vous conseille de faire si vous débutez dans l'investissement en bourse. Maintenant, dans ce 6e critère, on va essayer de voir les éléments dont on ne tiendra pas compte pour constituer le meilleur portefeuille d'ETF. Parce que se constituer un portefeuille d'ETF peut rapidement vous conduire à vous poser beaucoup trop de questions et à tergiverser sur des détails qui ont peu d'importance. Globalement, plus vous vous posez de questions, moins cela va favoriser votre passage à l'action. Un des premiers éléments que vous pouvez ignorer dans votre choix de portefeuille, c'est le type de réplication des ETF que vous allez choisir. Le microcosme des investisseurs en ETF adore se lancer dans des débats sans fin, comme celui de savoir si les ETF à réplication physique sont mieux que les ETF à réplication synthétique. Pour rappel, les ETF répliquent des indices boursiers, et pour suivre la performance de ces indices, il existe 2 grandes méthodes de réplication. Les ETF à réplication physique, qui contiennent exactement tous les titres des indices qu'ils répliquent. Pour eux, c'est simple à comprendre. Et il existe également les ETF à réplication synthétique. La performance de l'indice est obtenue grâce à un échange avec un organisme qui fournit une contrepartie. C'est un produit financier un peu plus complexe. Pas besoin de vous expliquer que ce sont ces ETF qui font un peu plus peur aux investisseurs car ils paraissent plus risqués. En vrai, le risque est exactement le même entre un ETF à réplication physique et synthétique. Il ne sert à rien de se focaliser sur cet aspect. Rappelez-vous que le principal risque, il est lié à vous. Celui de mal calibrer votre portefeuille et de dépasser sa propre tolérance au risque. Vos investissements n'échoueront pas parce que vous avez choisi un ETF à réplication synthétique, à la place d'un ETF à réplication physique, ou inversement. Mais si vous avez toujours un doute, vous pouvez tout simplement mixer votre portefeuille d'ETF avec les 2 types de réplication. Une autre lubie des investisseurs en ETF consiste à considérer qu'il faut toujours investir dans les ETF qui sont les plus capitalisés, ceux qui possèdent le plus fort encours. La raison ? Les ETF qui ont un encours trop faible vont forcément finir par disparaître. Alors, ce n'est pas totalement faux. Car il est vrai qu'une société qui émet des ETF, comme Amundi, Lyxor, Vanguard, peut décider d'en clôturer certains s'ils ne sont pas rentables. Cependant, d'une part, il y a d'autres éléments qui sont pris en compte pour la fermeture d'un ETF, et surtout, il est très rare qu'un ETF disparaisse. Et d'ailleurs, même si l'un de vos ETF disparaît, ou fusionne avec un autre ETF qui l'aura absorbé, cela n'a rien de grave. Si votre ETF est clôturé, vous recevrez la somme que vous y avez investie. Il vous restera simplement à trouver un nouvel ETF. Si votre ETF fusionne avec un autre, vous recevrez en échange des parts d'une nouvelle ETF qui suivra normalement le même indice. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce type de critère, l'encours et le type de réplication n'est pas à considérer dans votre choix d'ETF, ou du moins vraiment à la marge. Et enfin, le meilleur portefeuille d'ETF, c'est avant tout celui qui vous correspondra le mieux. Un même portefeuille d'ETF peut être parfaitement adapté pour un investisseur et totalement inadapté pour un autre. Par exemple, un portefeuille composé de 15 ETF sera particulièrement adapté pour un investisseur qui recherche l'optimisation, une diversification maximale et qui est prêt à y passer un peu plus de temps. En revanche, il sera totalement inadapté pour un investisseur qui recherche la simplicité avant tout et qui risque de s'arracher les cheveux en devant gérer un trop gros nombre d'ETF. Autre exemple, un portefeuille composé uniquement d'ETF d'actions sera adapté pour un investisseur qui souhaite prendre des risques ou qui a un horizon d'investissement lointain. En revanche, il sera particulièrement inadapté pour un investisseur qui cherche à minimiser les risques, à avoir un portefeuille très stable en période de crise et qui a un horizon d'investissement plus proche, pour un retraité par exemple. Le meilleur portefeuille d'ETF, ce n'est donc pas un portefeuille que vous aurez copié sans réfléchir sur un autre investisseur, même s'il existe des portefeuilles types qui peuvent vous convenir. Le meilleur portefeuille d'ETF, ce sera avant tout le vôtre. Celui que vous aurez constitué en tenant compte de votre profil de risque et de vos objectifs personnels. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran.
À très bientôt.